Bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Ce cours fait suite à celui de 2011 qui portait sur les amplificateurs dans le régime quantique. Et cette année, au lieu de s'intéresser à des systèmes électriques, nous allons nous intéresser à des systèmes mécaniques. C'est des systèmes très nouveaux qui sont, on peut dire, les prototypes, ce sont de véritables prototypes de systèmes mésoscopiques. Je vous rappelle que les systèmes mésoscopiques sont des systèmes qui comportent un très grand nombre d'atomes, des milliards, voire des centaines de milliards, mais qui se comportent quantiquement. C'est des systèmes pour lesquels nous devons appliquer les règles de la mécanique quantique et non pas les règles de la mécanique classique. Ces oscillateurs mécaniques constituent permettent de se représenter ce qu'est le monde quantique. Le degré de position, qui est le degré principal dans ces oscillateurs qui va se comporter de manière quantique, est une variable qui nous est familière. Et donc, ces systèmes vont nous permettre d'avoir l'expérience des phénomènes quantiques un peu en direct. Ils sont moins abstraits que les systèmes électriques. Mais vous allez voir dans ce cours une grande parenté, et ce cours va s'efforcer de développer les idées de base qui permettent de comprendre comment ces systèmes peuvent être mis dans le régime quantique, c'est-à-dire ne comporter que quelques quanta d'énergie. On peut les refroidir en fait depuis quelque temps, depuis l'année dernière, dans le régime où il n'y a plus aucune excitation dans le système. Alors, cette première leçon va être une leçon introductive. Je vais surtout vous parler des questions qui vont être traitées pendant ce cours, plutôt que de vous donner les réponses. Donc, et puis, nous aborderons ensemble les notations que l'on va utiliser par la suite. Alors, avant de commencer, je voudrais vous indiquer que les transparents du cours seront disponibles sur le site du Collège de France ou plus directement sur ce site physinfo.fr où sont tous les transparents des cours des années précédentes. Une remarque s'impose, je compte vraiment sur vous pour, comme par le passé, m'envoyer vos remarques sur ces transparents, sur le cours en général. N'hésitez pas à m'indiquer les coquilles, les erreurs, et cette interaction avec les internautes profite beaucoup à ce site. Une dernière remarque générale. Donc, comme vous voyez, la présentation de ce cours est assez formelle, mais il est extrêmement important que vous m'interrompiez en posant des questions. Sans vos questions, en fait, le cours n'existe pas. Voilà, merci par avance. Donc, la nanomécanique, les progrès récents dans ce domaine peuvent se représenter sur ce transparent, où en abscisse, j'indique la masse de l'oscillateur et en ordonnée la fréquence. Vous voyez que la masse peut varier par 15 ordres de grandeur et la fréquence varie ici par près de 12 ordres de grandeur. Les résonateurs traditionnels utilisés en physique quantique sont les détecteurs d'ondes gravitationnelles. L'exemple, disons, le plus connu, c'est les masses suspendues des interféromètres gravitationnels, LIGO. Là, on a affaire à des systèmes dont les masses sont de l'ordre du kilogramme et les fréquences de l'ordre du hertz.
Et à l'autre bout du diagramme, ici, on trouve les réalisations les plus récentes en matière d'oscillateurs quantiques dans le régime quantique. Ce sont des systèmes qui ont des masses de l'ordre du picogramme, mais ils restent, disons, macroscopiques dans le sens où ils comportent un très grand nombre, un nombre d'atomes qui reste très grand. Donc je parlais du milliard, voire de la centaine de milliards. Et ils sont même visibles à l'œil nu. Par exemple, cette capacité mobile de Santa Barbara, ici, du groupe de Andrew Cleland et John Martinis, qui ont les premiers atteint le régime quantique, est un objet qu'on peut encore voir à l'œil nu. Donc, les progrès récents sont dus au fait qu'il est maintenant possible de construire par nanolithographie ces oscillateurs avec des fréquences de l'ordre du gigahertz. Et donc, je vous rappelle que, disons, 20 gigahertz, c'est l'équivalent de 1 degré Kelvin. Et donc, dans le cas de ce résonateur de Santa Barbara, simplement par, en quelque sorte, refroidissement, la fréquence de l'oscillateur est suffisamment élevée par rapport aux énergies des fluctuations thermiques pour qu'on puisse, en le mettant en contact avec un bit quantique, le refroidir disons, et le mettre dans son état fondamental. Les autres systèmes que j'ai représentés ici par leur photographie, c'est une représentation un peu iconique. Il s'agit ici de capacité de membrane ici mobile au NIST, au GILA, à Boulder dans le Colorado. C'est le groupe de Konrad Lerner qui viendra donner un exposé la semaine prochaine. Vous avez aussi les TOR, les résonateurs optiques du groupe de Tobias Kippenberg à l'EPFL, à Lausanne. Tous ces systèmes, eux, sont refroidis dynamiquement. Et un des buts principaux de ce cours, ça va être de vous indiquer les concepts qui sont à la base de ce refroidissement dynamique. Donc, voilà les systèmes qui actuellement sont refroidis et sont placés dans un état proche de l'état fondamental, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus que très peu d'excitation. Leur comportement quantique est tout à fait manifeste. Donc, dans cette première leçon, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions introductives pour le reste du cours. Tout d'abord, je vais essayer de brosser assez rapidement ce qu'on entend par un système macroscopique, un objet macroscopique qui se comporte quantiquement. Finalement, quand peut-on dire qu'un objet macroscopique a atteint le régime quantique? Après, je vous expliquerai comment on peut voir ces résonateurs mécaniques comme un assemblage de molécules diatomiques. La molécule diatomique, c'est un système mécanique vibrant que l'on n'a pas de mal à se représenter comme système quantique. Et nous allons voir que ces degrés de liberté macroscopique de vibration sont finalement l'analogue collectif de la vibration d'une molécule diatomique. Je vais aborder ensuite le problème de la mesure. Le problème crucial, c'est dans ce domaine, ce nouveau domaine de la physique mésoscopique, c'est la mesure de très faibles déplacements. Nous allons voir pourquoi le déplacement de ces oscillateurs mécaniques est particulièrement faible. Et puis, je parlerai de ce problème du refroidissement. Ce problème du refroidissement a, à mon avis, un grand intérêt pour les principes fondamentaux de la physique quantique,
c'est qu'en fait, on peut le voir de trois façons différentes, trois façons d'aborder ce refroidissement. Et donc, je vous indiquerai un peu quels sont ces trois angles, ces trois points de vue. Et bien sûr, ce ne sera aujourd'hui qu'un premier contact. C'est le but de ce cours, c'est de vous indiquer comment ces trois points de vue, qui en apparence sont très différents, peuvent converger vers finalement l'explication du même phénomène. Voilà, donc après ces considérations générales, on va être très concret et puis j'espère très élémentaire pour commencer. Donc ces systèmes, comme je l'indiquais, sont des oscillateurs, hein, ce sont simplement des oscillateurs très miniaturisés et l'exemple le plus simple d'oscillateur est le pendule, dont on a des exemples dans la vie de tous les jours. Et quelques équations que je vais écrire ici je pense que tout le monde les connaît. Le but, ça va être de vous familiariser, avec les notations que je vais utiliser par la suite. Alors, ici, on a un pendule qui est caractérisé par l'angle θ. θ est la variable de position, ici, du pendule. Et on commence par écrire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle pour ce degré de liberté θ. À partir du Lagrangien, qui est simplement la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, on en déduit les équations du mouvement. Et là, dans ces équations, apparaissent deux grandeurs qu'on va retrouver par la suite. On retrouve une masse effective, qui est ici m, que je note en fait grand M. La masse du pendule lui-même, c'est petit m, mais par rapport à la coordonnée θ, qui est l'angle que fait le pendule, la masse effective, c'est cette combinaison petit m fois L au carré, c'est le moment d'inertie associé à cet angle. Et en parallèle avec cette masse effective, il y a cette quantité grand K qui est le ressort, qui est la force, qui est la constante de raideur du ressort effectif du pendule. Et donc la fréquence d'oscillation du pendule est toujours donnée par la racine carrée de la raideur sur la masse. Il y a une autre grandeur que vous connaissez sûrement, une autre combinaison de K et de M qui va épuiser donc toute l'information qu'on a sur le système, c'est l'impédance mécanique. C'est donc la racine du produit Km et non pas le rapport. Nous allons voir que cette impédance va jouer un rôle absolument crucial dans la suite. Donc tous les pendules, en quelque sorte, peuvent se concevoir comme une masse effective, M, et un ressort K, quelle que soit leur origine. J'attire aussi votre attention sur le fait que, ici, les équations sont celles d'un pendule qui n'est en fait linéaire que pour les petites oscillations. Ce n'est que pour les petites, quand θ est très petit par rapport à π, que l'on peut développer le sinus. Et ce phénomène, l'idée qu'un pendule est linéaire pour les petites oscillations, mais que pour les très grandes oscillations, on observe des déviations à la non-linéarité, c'est quelque chose aussi de très générique. Comme vous le savez, les équations du mouvement en présence de friction ici et d'une force extérieure appliquée prennent cette forme bien connue. Je vais essayer dans tout le cours d'être cohérent et d'appeler grand oméga ici la fréquence du forçage oscillant. Ce grand oméga doit être distingué de la fréquence oméga 0 qui est la fréquence propre du pendule. Donc on introduit aussi le facteur de qualité du pendule qui est le rapport entre la fréquence d'oscillation et le taux d'amortissement, gamma qui est, disons,
la viscosité, disons, divisée par la masse, ici. Voilà, je pense avoir introduit toutes les notations que je vais utiliser par la suite. Pour l'instant, la situation est classique ici, mais on retrouvera toutes ces grandeurs dans le régime quantique. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que dans tout ce cours, eh bien, on parlera d'oscillateurs dans le régime sous-amorti. C'est-à-dire que le facteur de qualité sera toujours très grand devant 1. En fait, souvent bien plus grand qu'un millier. Les progrès récents étant dus au fait qu'on a réussi à réaliser des oscillateurs très miniaturisés, mais à très fort facteur de qualité. Passons au régime quantique. Donc, dans le régime quantique, le même oscillateur doit être décrit par un Hamiltonien, qui est un opérateur. Et là, les variables de position, x, et d'impulsion, sont maintenant décorées d'un chapeau. Ce sont des opérateurs. Et x et p ne commutent pas. Le commutateur est égal à IH bar. Donc, au niveau des constantes du système, rien n'a changé. Il y a 2 constantes dans l'hamiltonien qu'on peut regrouper donc sous la forme de la fréquence d'oscillation et de l'impédance mécanique. La façon dont on résout l'oscillateur harmonique est bien connue, mais enfin je rappelle les notations que je vais employer par la suite et dans lesquelles cette quantité ici, x indice ZPF, ZPF pour les fluctuations de point zéro, cette représentation, comme vous allez voir, est très puissante. Ça paraît juste une astuce de représentation, mais en fait, cette grandeur joue un rôle tout à fait intéressant et particulier. Cette grandeur, c'est tout simplement l'amplitude des fluctuations de point zéro de l'oscillateur. Elle permet de passer de l'opérateur x, qui représente une grandeur que l'on connaît bien, aux opérateurs A et A croix, qui sont les opérateurs d'annihilation et de création des phonons dans le résonateur. En parallèle, vous avez la même chose pour P. J'ai oublié d'ailleurs un chapeau là, ici sur P. Donc, comme vous le savez, autre problème, donc la commutateur de A et de A croix est 1 et non pas I, ici. Donc, à partir de cette relation de commutation, on en déduit le spectre de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique. Le spectre est constitué d'états qui sont régulièrement espacés et l'oscillateur harmonique est un système dégénéré dans le sens où toutes les transitions entre niveaux d'énergie ici ont exactement la même fréquence. Donc je note n, petit n, ici le nombre d'excitations dans l'oscillateur harmonique et on retrouve ici en abscisse cette grandeur caractéristique de l'amplitude des fluctuations de point zéro. Il y a des états très particuliers pour l'oscillateur harmonique, c'est ce qu'on appelle les états cohérents, qui s'obtiennent en prenant cet état du fondamental ici, qui est cette gaussienne bien connue, et en le déplaçant. Et cet état cohérent est en fait le seul état que l'on peut préparer en soumettant l'oscillateur harmonique à une force dépendante du temps. Lorsque vous appliquez une force dépendante du temps à cet oscillateur harmonique, vous ne pouvez pas préparer autre chose que ces états cohérents, c'est-à-dire juste ces gaussiennes déplacées. Pour accéder à ces états propres de l'énergie, ces états dits de Fock, il faut en fait introduire des éléments plus puissants, il faut briser la linéarité de l'oscillateur.
Voilà la formule bien connue qui donne l'expression d'un état cohérent en fonction des états propres de l'énergie. Et vous voyez qu'un état cohérent, en fait, une superposition de tout d'un nombre infini d'états propres de l'énergie. Donc la question que je voudrais développer pendant quelques minutes maintenant, c'est si on vous donne un oscillateur harmonique, finalement, comment vous apercevez qu'il est quantique. Et cette observation est relativement facile s'il s'agit d'une molécule diatomique qui n'est pas si harmonique que ça, mais pour un objet macroscopique qui est très très harmonique, en fait, observer que le système est quantique est en fait très subtil. L'oscillateur harmonique a un défaut rédhibitoire, c'est qu'il est extrêmement proche du système classique correspondant. Lorsque vous l'excitez, comme je l'ai dit, vous ne pouvez produire que ces états cohérents. Cohérent, d'ailleurs, est un terme qui peut tromper parce qu'on a l'impression que cohérent, cela veut dire très quantique, puisqu'on parle de cohérence quantique. Mais en fait, cet état cohérent est l'état qui ressemble le plus à un état classique. Il s'agit simplement finalement, au lieu d'avoir une position X et P qui sont bien déterminées, ces positions sont un peu floues, par cette largeur des fluctuations de point zéro. Mais lorsque le nombre de quanta va être très important, cette largeur des fluctuations en X ou en P n'aura pas beaucoup d'importance et finalement, l'oscillateur quantique va se comporter, va répondre à une sollicitation extérieure exactement comme le système classique. La façon dont vous pouvez vous apercevoir qu'il est quantique, c'est si vous arrivez à mesurer l'énergie, et pas le déplacement. Le déplacement est beaucoup plus facile à mesurer que l'énergie. Et lorsque vous allez refroidir le système, eh bien, vous allez voir que son énergie prend des valeurs discrètes. C'était un peu dans l'histoire de la physique quantique, ça a été la première observation, puisque c'est en fait l'observation des anomalies dans le spectre du corps noir, c'est-à-dire le fait que l'énergie était quantifiée, qui a mis Einstein et Planck sur la piste de la mécanique quantique. Mais enfin, pour effectuer cette mesure et, comprendre que l'énergie est discrète, il faut s'approcher il faut que cette distance ici soit mesurable, c'est que vous puissiez résoudre des très petites variations d'énergie et que, disons, en relatif, il faut arriver à refroidir le système très proche de son état fondamental pour que ce système se manifeste. S'il est très gros, les quantas d'énergie seront très petits, il vous sera très difficile d'observer cette quantification. Plutôt que l'énergie lui-même, vous pouvez observer la chaleur spécifique. La chaleur spécifique, contrairement au système classique, doit devenir nulle à basse température. Mais là encore, la mesure est extrêmement difficile puisqu'il faut une calorimétrie extrêmement précise, puisque vous n'avez qu'un degré de liberté, donc il va falloir résoudre l'énergie d'un seul quantum. C'est possible d'effectuer cette observation, bien sûr, sur un nombre macroscopique d'oscillateurs harmoniques, mais là, je vous le rappelle, bien que nous ayons un très grand nombre d'atomes, nous n'avons qu'un seul degré de liberté, donc très peu d'énergie. Enfin, il y a une troisième façon de constater que le système est quantique, et ceci peut se faire si vous savez mesurer sa position. Donc, vous prenez un de ces états cohérents, qui est ce vide déplacé, c'est-à-dire que vous prenez le pendule et puis vous l'écartez de son état d'équilibre et puis vous le lâchez. Et eh bien, vous allez observer le phénomène quantique suivant. Donc, si votre
résolution en position, que j'appelle ici petit delta x, est suffisamment petite par rapport à l'amplitude des fluctuations de point zéro, eh bien, cette mesure de position va vous donner un résultat aléatoire. Donc, vous allez voir que d'une fois sur l'autre, eh bien, par exemple, vous préparez toujours l'oscillateur dans sa position d'amplitude maximum, ici. Eh bien, d'une fois sur l'autre, cette mesure de la position va vous donner un résultat différent. Oui, j'attire votre attention sur le vocabulaire utilisé dans ce sujet des oscillateurs nanomécaniques, c'est qu'on ne parle pas de résolution pour cette mesure, on parle d'imprécision. C'est un peu l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, ça. Donc, on peut tout aussi bien parler de résolution, mais enfin, le vocabulaire consacré qui est utilisé dans ce cadre purement quantique, on parle d'imprécision. Donc, pour résumer, lorsque vous avez une imprécision dans votre mesure suffisamment petite, vous allez observer dans ce type d'expérience un nombre de résultats possibles pour votre mesure qui est de l'ordre du rapport entre les fluctuations de point zéro et cette imprécision. Maintenant, ça c'est le premier volet de la mesure de position. Comme la position ne commute pas avec l'hamiltonien, vous allez avoir un résultat aléatoire. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus, quelque chose d'extrêmement curieux, c'est que si vous remesurez l'oscillateur un quart de période plus tard, c'est-à-dire que là, dans cette première mesure, vous aviez attendu pour le moment où l'amplitude, la déviation était maximum, vous avez effectué votre mesure, vous avez obtenu un résultat aléatoire compris dans cette fourchette ici donnée par les fluctuations de point zéro, et vous allez le remesurer, mais cette fois-ci, vous allez le remesurer lorsque le pendule passe par la valeur d'équilibre 0, x égale 0. Eh bien, et c'est ça qui est peut-être encore beaucoup plus curieux que le fait que la première mesure vous ait donné un résultat aléatoire, eh bien, maintenant, lorsque vous effectuez cette seconde mesure avec la même imprécision, eh bien, vous allez avoir une dispersion des résultats beaucoup plus grande que la première fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nombre de résultats qui est xzpf sur delta x, eh bien, vous allez avoir le nombre de résultats possibles est en fait élevé au carré. Vous avez une dispersion beaucoup plus grande. C'est ce qu'on appelle des fois le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ce n'est pas vraiment un principe, c'est en fait ici, c'est un phénomène quantique. Hein. Lorsque vous cherchez à mesurer la position d'un oscillateur avec une résolution plus petite que l'amplitude des fluctuations de point zéro, eh bien, vous changez l'état du système. Vous changez l'état du système. C'est ce qu'on appelle l'action en retour ou le back action de la mesure sur le système quantique. C'est quelque chose qui n'a absolument pas d'équivalent classique. Donc votre système est changé et lorsque vous allez le remesurer, eh bien, il va vous donner des réponses qui n'auraient pas été celles que vous auriez eues si vous aviez effectué d'abord cette mesure. Vous auriez pu commencer par mesurer le système lors de son passage à zéro, et là, vous auriez eu des résultats qui auraient eu une statistique absolument équivalente à celle de la première expérience. Non, ici, dans la deuxième mesure, en fait, la dispersion des résultats est beaucoup plus grande. Alors, ça s'explique généralement de la façon suivante. Lorsque vous avez effectué cette mesure, vous avez projeté l'état du système dans un état de position très bien déterminé, ici, donné par votre résolution, et le système n'est plus maintenant dans cet état cohérent de départ, et il va il va vous donner des résultats différents lors de la prochaine mesure. Donc ça, c'est vraiment le phénomène
qui vous permet qui est très paradoxal, puisque d'habitude, en mécanique classique, si vous mesurez un système, vous augmentez la quantité d'informations sur ce système. Donc, lors d'une mesure ultérieure, eh bien, le système ne doit pas être plus aléatoire que si vous n'aviez pas fait cette mesure. Alors, je tiens à préciser tout de suite que les oscillateurs nanomécaniques ont été placés dans des états proches de leur état fondamental, mais pour l'instant, personne n'a encore véritablement observé directement ce phénomène. Ce phénomène, par contre, a été vu dans d'autres systèmes macroscopiques quantiques, comme les systèmes électroniques. Et là, ce que je voudrais faire pendant quelques minutes, c'est vous expliquer, finalement, vous parler d'un critère qui permet de comprendre pourquoi les systèmes électriques macroscopiques sont plus faciles à observer quantiquement que les systèmes mécaniques. Donc il y a en fait, dans ces expériences, toutes ces expériences, il y a deux ressources très fondamentales, très, très importantes. Il faut d'abord que votre système macroscopique ait une durée de cohérence la plus longue possible. Et en plus, les opérations que vous voulez effectuer sur le système, comme par exemple les mesures que je viens d'indiquer, tiennent dans des temps les plus courts possibles. Il faut effectuer le plus de mesures, le plus d'opérations pendant le temps de cohérence pour arriver à percevoir la quanticité du système. Donc, c'est assez clair. Il faut que il y a deux efforts à fournir. Il faut avoir des systèmes dont la cohérence est la plus longue possible et effectuer des opérations dans des temps les plus courts. Alors, le temps de décohérence. Le temps de décohérence va être directement relié au facteur de qualité du système. Plus le système a un facteur de qualité grand, plus vous allez pouvoir avoir un temps long. La quantité typique par laquelle vous allez multiplier le facteur de qualité pour avoir le temps de cohérence, c'est H ou H bar sur KT. C'est disons, le temps associé aux fluctuations thermiques. Après, le temps que va prendre l'opération, ça va être toujours donné par l'inverse d'une quantité reliée à la fréquence. Les opérations vont nécessiter que vous brisiez l'harmonicité du système. Et donc il va falloir exploiter une anharmonicité. Cette anharmonicité, c'est un nombre sans dimension qui va dépendre du système, qui va se situer entre quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, ou disons la fraction du pourcent. Mais si je compare des systèmes de la même classe à une harmonicité donnée, plus la fréquence va être élevée, plus le temps des opérations va être court. Et donc, vous voyez que finalement, la grandeur qui va caractériser la qualité quantique du système, ça va être donné par le produit de la fréquence du système fois le facteur de qualité. Donc, voilà, les efforts vont porter sur l'amélioration de ce produit. Alors, si on prend les systèmes supraconducteurs, les circuits Josephson, ce produit maintenant atteint 5 10 puissance 15. Il a beaucoup augmenté ces dernières années et Rob Scholkopf, qui va donner le séminaire juste après cette leçon, va nous montrer les résultats magnifiques obtenus dans son groupe. Et par contre, si on prend les systèmes mécaniques, vous allez voir, ils sont encore 1 ou 2 ordres de grandeur inférieurs à ce facteur. J'ai pris dans la littérature cette table qui représente un peu l'état de l'art des oscillateurs mécaniques. Donc les nombres que j'indique ici sont donnés pour des valeurs
pris plutôt à température ambiante, le produit F fois Q s'améliore à basse température, mais l'examen de ce tableau permet de vous montrer que, bien qu'on sache faire des systèmes tout à fait remarquables, puisqu'on arrive, disons, maintenant à atteindre, disons, 10 puissance 13 pour le facteur, le produit fréquence fois facteur de qualité, eh bien, on reste quand même en deçà des systèmes électriques. Mais ce que je voudrais quand même apporter une note d'optimisme ici, ces nombres s'améliorent constamment. C'est un fait un peu expérimental, je veux dire empirique. Disons, on est un peu bloqué pour l'instant à ces valeurs de 10 puissance 13, 10 puissance 14, mais il n'y a aucune raison fondamentale qui limite ce produit. Il s'agit simplement, disons, de comprendre les mécanismes dissipatifs de ces oscillateurs miniaturisés. Il n'y a aucune raison pour que ce produit sature à ce stade. Oui, Hélène. Pardon ? Ah oui, 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 oui. Non, mais merci pour cette remarque. Oui, oui, c'est excellent. Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est, là, j'ai peut-être... oui, j'ai parlé de... Pour moi, les nanotubes de carbone sont de grosses molécules, mais je parlais là de systèmes, disons, plutôt façonnés par lithographie, mais tu as raison, Hélène, si le nanotube de carbone est en fait un système intermédiaire. Sa longueur c'est une molécule dans sa largeur, mais dans sa longueur, c'est un système macroscopique. Oui. Je pense que les systèmes, ces systèmes, soit les nanotubes de carbone, soit le graphène aussi, sont des candidats pour des oscillateurs de qualité encore bien meilleure. Alors, ce qui va compter aussi dans le système, comme on va le voir, ça va être c'est les possibilités qu'on a pour le mesurer. Alors, là, on va reprendre le problème à la base et s'intéresser finalement à des molécules diatomiques. Finalement, la molécule diatomique, c'est encore plus microscopique que le nanotube de carbone. Donc, si vous prenez la molécule CO, j'ai pris la molécule diatomique CO, c'est une molécule très facile à mesurer, elle a un moment dipolaire très important. Et donc, par exemple, on peut déposer ces molécules sur un substrat de cuivre et par, disons, spectroscopie d'électrons lents, on peut très bien voir la fréquence de vibration du ressort entre l'oxygène et le carbone, ressort qui est constitué par la liaison chimique, CO, une liaison très forte. Et la petite masse des atomes et la force de ce ressort font que cette fréquence est environ 60 THz. C'est une fréquence qui se situe dans l'infrarouge lointain. On peut très bien, pour cet oscillateur, parler de masse effective. C'est la moitié de la moyenne entre le carbone et l'oxygène. Et la constante du ressort, 100 newtons par mètre, n'a rien d'extraordinaire. Comme toutes ces grandeurs intensives, eh bien, finalement, l'expérience qu'on a au niveau macroscopique est assez semblable à ce qui se passe au niveau microscopique. Mais vous voyez, le mouvement de point zéro, les fluctuations de point zéro, pour cette molécule, c'est 4 picomètres. Donc, je vous rappelle que, disons, la distance de la liaison ici, c'est l'angstrom, qui fait 100 picomètres. Donc, les fluctuations de point zéro de cet oscillateur mécanique sont déjà assez faibles par rapport à ces dimensions.
Donc ça, c'est quelque chose qui va intervenir par la suite de façon cruciale. On peut en fait maintenant observer la vibration d'une molécule unique avec un microscope à effet tunnel, et c'est de très jolies expériences qui permettent, disons, de se convaincre qu'au niveau d'une seule molécule, observée par effet tunnel, eh bien, la fréquence de vibration est bien 60 THz, puisque la résonance tunnel ici se situe aux environs de 250 millivolts. Je vous rappelle que donc, ça a toujours ces facteurs de conversion entre fréquence, tension et température. 60 THz, c'est 250 millivolts, mais c'est aussi 3000 Kelvin. À température ordinaire, eh bien, cette molécule est vraiment dans son état fondamental de vibration. Maintenant, on va passer de la molécule au solide. On va imaginer que le solide, finalement, est formé d'un assemblage d'atomes reliés par des ressorts. J'introduis cette fréquence ici, oméga 0, qui va être la fréquence d'une liaison. Et on va considérer une chaîne d'atomes. Alors, quand on a une chaîne d'atomes et qu'on regarde le mode collectif, le mode de collectif d'ensemble, qui est la vibration d'ensemble de tous les atomes qui vont respirer, eh bien, la raideur du ressort effectif, la constante de raideur, va être la constante de raideur d'une seule liaison divisée par le nombre d'atomes. La masse effective, par contre, elle, croît comme le nombre d'atomes. Et comme, disons, la fréquence du mode, c'est le rapport entre, c'est la racine du rapport entre la constante de raideur et la masse, eh bien vous voyez que cette fréquence de ce mode collectif d'une chaîne de n atomes va être la fréquence de la liaison individuelle divisée par le nombre d'atomes. Donc, lorsque vous passez de la molécule au solide, vous allez faire baisser la fréquence. Alors, ce modèle unidimensionnel est incomplet. En fait, il faut prendre un modèle au moins bidimensionnel pour se rendre compte qu'il y a deux types de nombres. Il y a le nombre d'atomes en longueur, dans la longueur de la propagation de la vibration, et il y a le nombre d'atomes transverses. Le nombre d'atomes transverses, qui est noté ici n', ne joue pas le même rôle que n. Donc la fréquence L dans ce modèle bidimensionnel va bien diminuer comme n, mais vous allez voir l'impédance L eh bien, va croître comme le nombre n'. Plus vous avez d'atomes de manière transversale, plus l'impédance va augmenter. Regardons ce qui va se passer, par exemple, pour une poutre. Pour une poutre, prenons une poutre, les plus petites poutres que l'on sache réaliser, disons, de façon courante dans le laboratoire, font environ 1000 atomes de côté par 10 000 de long. Donc, vous avez, ici j'ai indiqué la valeur, disons, une valeur typique de ces nombres n et n'. N' est 1 million puisque vous comptez les atomes qui sont dans la section de la poutre. Donc voilà la fréquence de vibration du mode de dilatation que j'ai représenté ici. Elle varie comme l'inverse du nombre d'atomes que vous avez dans la longueur. Et l'impédance, elle, du mode, est l'impédance de la liaison individuelle, de la molécule individuelle, mais multipliée par le nombre d'atomes que vous avez transversalement. Donc les conséquences sont très importantes parce que les fluctuations de point zéro pour cette poutre vont être extrêmement réduites par rapport aux fluctuations de point zéro de la molécule. Vous allez avoir pour cet objet dans son ensemble une fluctuation de point zéro qui va être en fait qui va varier en 1 sur la racine de ce nombre transverse d'atomes.
voyez ici 10 puissance 6, la racine, ça va être 1000. Donc vous allez avoir pour ce corps solide, des fluctuations de point zéro qui sont un millier de fois plus petites que pour la molécule. Vous arrivez à quelque chose de tout à fait paradoxal. Vous avez un oscillateur dont la fréquence d'oscillation, qui est le gigahertz, est tout à fait adaptée aux techniques de mesure très précises que nous avons pour la position, avec une fréquence qui peut être traitée par les circuits électroniques rapides. Par contre, le déplacement de point zéro, c'est le Fermi, c'est-à-dire qu'en fait, le mouvement de point zéro de ces systèmes macroscopiques, en fait, est inférieur à la taille d'un noyau. C'est quand même un peu paradoxal. Vous avez un système finalement qui est très proche de vos sens. Vous pouvez finalement l'observer par des moyens macroscopiques, le sentir presque, s'imaginer comment il va bouger. Et pourtant, ce mouvement de point zéro est en fait incroyablement petit. Il est en fait beaucoup plus petit que le mouvement de point zéro des objets microscopiques eux-mêmes. Il va falloir mesurer des distances, des déplacements avec une précision inférieure au rayon d'un noyau. Donc on est en fait plutôt, en ce qui concerne la précision du déplacement, on est plutôt dans la physique nucléaire là, plutôt que la physique atomique. C'est le côté je trouve, très intéressant et très paradoxal de ce sujet. Il est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait enthousiasmant que une de telles résolutions puisse être atteinte. Donc le but de ce cours va être évidemment de vous faire comprendre comment on peut atteindre de telles résolutions. Alors, il y a en gros 3 méthodes pour mesurer la position de ces oscillateurs nanomécaniques. Une première solution, qui est la plus directe, celle qui a été adoptée en premier et qui maintenant est partiellement abandonnée, mais elle est quand même très intéressante à rappeler, eh bien, c'est d'effectuer une mesure de position en utilisant la charge qui est induite par cet oscillateur sur un électromètre très sensible. Et là, j'ai représenté un transistor à paire de Cooper. On peut prendre un transistor à électrons. En fait, ce circuit est en quelque sorte un système très sensible à la charge. Mais c'est un système qui mesure une grandeur continue, une grandeur à fréquence nulle, qui va être la charge induite sur cette électrode et qui va varier lorsque l'oscillateur va se déplacer. Vous voyez, on installe une tension entre la masse de l'oscillateur et puis ce circuit électronique, et cette tension induit une charge, et le déplacement de cette charge fait varier le potentiel de cette électrode que l'on mesure, disons, avec des résolutions bien inférieures à la charge de l'électron. Ici, j'ai représenté le cas du transistor à paire de Cooper, mais on peut effectuer les mesures aussi en utilisant le flux et un squid. C'est le même principe. Le déplacement de l'oscillateur va modifier dans un circuit voisin la charge ou le flux qu'on sait mesurer de façon très précise. Là, sur ces 2 panneaux, il y a les 2 méthodes les plus puissantes utilisées à ce jour. Elles sont très voisines, bien que les schémas soient très différents. C'est exactement le même principe. C'est d'ailleurs, disons, un des côtés très attrayants de ce sujet, c'est ces analogies très puissantes entre le monde électrique et le monde optique. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on constitue un oscillateur électrique dans lequel la masse, ici, dont on cherche à mesurer le déplacement, constitue une des armatures d'un condensateur. Le condensateur résonne avec une inductance, et vous avez un circuit ici haute fréquence
en pratique qui va résonner à des fréquences de l'ordre du gigahertz. Et vous allez, avec une ligne de transmission, sonder la fréquence de résonance de ce circuit électrique. La fréquence de résonance varie avec la fréquence et les déplacements de fréquence vous renseignent sur la position de l'oscillateur. Donc c'est une méthode indirecte, ce n'est pas une méthode, disons, qui cherche à directement mesurer la position, comme ici, mais plutôt qui cherche à mesurer un changement de fréquence dans un système qui dépend de la position. Peut-être encore plus simple à concevoir, c'est la version optique de ce système. Ici, la masse dont vous cherchez à mesurer le déplacement est attachée à un miroir. Ce miroir fait partie d'un résonateur Fabry-Perot et que vous sondez avec une lumière laser. Et le changement de fréquence, ou le déphasage plus exactement du faisceau réfléchi, vous donne le déplacement. Voilà ces deux méthodes qui sont des méthodes extrêmement puissantes qui permettent largement d'atteindre cette résolution du femtomètre. Ce qui est très beau dans ces deux types d'expériences, à la fois électromécaniques et électro-optiques, c'est qu'elles sont décrites par exactement le même Hamiltonien. Alors, j'introduis les notations qui vont nous servir par la suite. Donc, j'appelle A et A croix les opérations des opérateurs d'annihilation et de création de photons dans les résonateurs électromagnétiques, qui soient micro-ondes ou optiques. Ça sera la même notation, A et A croix. Et cette fréquence oméga E est pour électromagnétique. Ça sera la fréquence du résonateur électromagnétique. Et ici, j'introduis l'élargissement en fréquence. La constante kappa sera la constante d'amortissement du résonateur électrique. Donc ici, c'est le vert, c'est cet oscillateur vert, et donc le résonateur Fabry-Perot dans le cas optique ou le résonateur micro-ondes dans le cas électrique. Vous avez, disons, de façon centrale l'objet que vous cherchez à mesurer, le résonateur mécanique, qui est caractérisé par ces opérateurs B et B croix. Et là, oméga M, comme dans les transparents précédents, représente la fréquence mécanique. M est pour ici mécanique. Et enfin, toute la physique, le fait que vous pouvez mesurer finalement le résonateur mécanique est donné par cet Hamiltonien de couplage extrêmement puissant, donc, qui relie le nombre de photons dans le résonateur électromagnétique à l'amplitude de vibration du résonateur mécanique. Je vous rappelle, B plus B croix, c'est la combinaison d'opérateurs qui va vous donner la position. La constante cruciale dans le problème, c'est cette constante G3 qui permet disons, qui est donnée par le produit de deux facteurs. D'une part, l'amplitude des fluctuations de point zéro du résonateur mécanique et la sensibilité du résonateur électromagnétique à un déplacement. Ce petit schéma ici dessine une variante de ce système. Plutôt que, disons, d'envoyer directement la lumière dans le résonateur Fabry-Perot, on peut coupler la lumière par une fibre optique et avec l'onde évanescente qui sort de la fibre optique, on peut introduire de la lumière dans le résonateur. C'est en fait, si on regarde bien ce schéma d'un peu près, on voit qu'il s'agit de la traduction littérale ici de ce schéma électrique, dans lequel la ligne de transmission ici, finalement, envoie un faisceau qui est couplé au résonateur, et donc la mesure, si vous voulez, s'effectue plutôt en transmission qu'en réflexion.
là, je vais expliquer le nom de cette constante. Pourquoi G3? Eh bien, ce couplage entre oscillateur mécanique et oscillateur électromagnétique est un type de couplage très rencontré en physique, qui est ce qu'on appelle le mélange à trois ondes. Et l'année dernière, dans le cours sur les amplificateurs, j'avais introduit ce circuit Josephson qui permet de coupler de façon non linéaire trois oscillateurs électriques. Et nous avions rencontré cette constante G3. Le couplage ici est trilinéaire. Il y a les jonctions Josephson permettent de coupler ces trois oscillateurs à la fois par ces termes du type A croix, B croix, C. Ou si vous voulez une façon de représenter ce couplage, c'est que vous pouvez détruire un photon de ce résonateur C et créer deux photons dans les résonateurs A et B. Eh bien, ici, dans ces systèmes électro-optiques ou électromécaniques, vous avez une situation légèrement, finalement, similaire, hein, puisque, par exemple, vous voyez que si vous prenez, par exemple, ce terme B croix et que vous le combinez avec ce premier A croix, eh bien, vous avez la possibilité de détruire un photon de la lumière et de recréer un photon de la lumière avec un phonon. Donc c'est encore un mélange à trois ondes, mais un mélange à trois ondes dégénéré, puisque ici, plutôt que d'avoir trois oscillateurs A, B, C, vous avez un oscillateur B et, disons, je veux dire, deux ondes provenant de l'oscillateur A. Mais la structure est en fait, disons, du couplage est quand même très semblable. Donc ce que l'on a appris l'année dernière sur le couplage non linéaire des oscillateurs va nous resservir cette année, mais sous une forme assez différente. J'arrive à la fin de cet exposé, mais je voudrais vous indiquer plusieurs caractéristiques très importantes de ces systèmes optomécaniques ou électromécaniques. Donc, si on regarde le paysage en fréquence, du bruit qu'ils émettent, donc ces lorentziennes, c'est en quelque sorte le spectre de bruit que les deux résonateurs peuvent émettre. Vous avez le résonateur mécanique qui va émettre à cette fréquence qui est la plus basse, oméga m, et la largeur de l'émission, du spectre d'émission, va être donnée par le facteur d'amortissement, gamma. À beaucoup plus haute fréquence, vous allez trouver l'oscillateur électrique qui a une fréquence oméga E, et sa largeur va être, elle, donnée par kappa. Mais la fréquence, l'émission de l'oscillateur électrique, si l'oscillateur mécanique est excité, va être flanquée de deux bandes latérales qui va correspondre à ces fréquences oméga E moins oméga M ou oméga E plus oméga M, et qui résulte de ce phénomène, du phénomène suivant. Le résonateur mécanique module la fréquence du résonateur électromagnétique. Donc au cours du temps, si le résonateur magnétique vibre, eh bien, cette modulation de fréquence va s'accompagner de ces bandes latérales. C'est le phénomène bien connu, disons, de la modulation de fréquence avec amplitude, disons, de la phase, avec des variations de la phase très faibles. D'habitude, il y a d'autres bandes latérales en général, ou si vous prenez un signal radio modulé en fréquence, vous aurez plus d'une bande latérale. Ici, comme l'amplitude des variations de position sont très faibles, vous n'avez que deux très faibles, très peu intenses bandes latérales. Ce que j'ai représenté ici, disons le spectre d'émission que j'ai représenté, correspond au cas où la fréquence de résonance du résonateur mécanique est très grande par rapport au taux d'amortissement
du résonateur électrique. C'est ce cas, disons, où résolu des bandes latérales résolues. Et c'est le cas qui permet c'est en exploitant ce régime que vous pouvez refroidir le résonateur mécanique dans son état fondamental. Il y a, pour la plupart des expériences qui ont conduit à ce domaine, un régime qui est plutôt de bandes latérales non résolues, où celles-ci se cachent dans la largeur du spectre d'émission du résonateur électromagnétique. Ils ont une caractéristique très importante qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous mesurez le taux d'amortissement du résonateur mécanique, vous allez avoir accès à cette constante gamma ici, qui est en fait le taux avec lequel l'énergie va s'évacuer de l'oscillateur mécanique. Mais cet oscillateur mécanique, une fois que vous l'avez refroidi, il est en contact avec un réservoir chaud. Typiquement, un réservoir qui spontanément donnerait une population d'équilibre qui est de l'ordre de plusieurs centaines de phonons. Eh bien, le taux avec lequel le résonateur va se réchauffer est plus grand que gamma par ce facteur ici, n, qui est le nombre disons, cette occupation d'équilibre du résonateur. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire vos observations. Ou une autre façon de voir la chose, c'est qu'il faut un refroidissement particulièrement efficace. Vous battez contre une constante de réchauffement effectif beaucoup plus grande que celle donnée par le taux d'amortissement du résonateur. Alors, comment refroidir ces résonateurs? Eh bien, la méthode la plus simple, c'est celle des méthodes bien connues, en fait très anciennes, qui consiste à mesurer la position du résonateur. Ici, c'est un résonateur qui servait, comme dans cette ancienne publication, comme électromètre. Vous mesurez la position par un faisceau lumineux. Ici, cette photodiode détectait la position et ce circuit ici, basé sur un tube à vide, est un circuit de contre-réaction. À l'aide du signal mesuré, on applique une force au résonateur et on corrige finalement les écarts, les vibrations dues au mouvement brownien. Et c'est une méthode très élégante qui permet d'ôter l'énergie du résonateur. En fait, j'ai représenté cette méthode avec ce schéma suivant. Vous avez ce système mécanique, finalement, convertit une force extérieure en un déplacement, mais si vous mesurez ce déplacement par un système électro-optique, vous pouvez en sortie avoir un signal qui, correctement amplifié et qui va passer par un actuateur, va donner une force correctrice qui va annuler l'influence de la force extérieure. Donc si votre feedback a un bon, disons, l'amplitude du gain en boucle ici est correcte, vous allez finalement supprimer les fluctuations et en quelque sorte atteindre le calme absolu pour X. En fait, vous voyez que c'est là où le cours de cette année rejoint le cours précédent, c'est que vous allez avoir besoin d'un amplificateur très peu bruyant pour effectuer ce système. En fait, la température que vous allez obtenir, la température limite que vous allez obtenir, va être déterminée par la température de bruit de l'amplificateur, du système amplificateur dans cette boucle. Je signale que cette expérience pionnière sur les résonateurs micromécaniques a été réalisée au LKB en 1999. C'est pour la première fois, donc, ils ont utilisé cette méthode, montré que cette méthode
utilisant la pression de radiation de la lumière, pouvait, disons, réduire considérablement les fluctuations thermiques du système. Alors, les méthodes actuelles, en fait, sont basées sur un système de contre-réaction plus direct. En fait, lorsque vous mesurez une position avec un résonateur optique ou électrique, il y a toujours une réaction, une action en retour du système de mesure sur le système mécanique. Et en fait, on peut, en réglant les caractéristiques de ce système de mesure, faire en sorte que cette action en retour de l'amplificateur sur le système, qui sera toujours présente, est le signe bénéfique qui permette de réduire le système. Ça, c'est une façon de voir le refroidissement du système par feedback, mais cette fois-ci, le feedback, plutôt que d'être basé sur une mesure extérieure, est en fait un feedback autonome qui est donné en réglant correctement l'hamiltonien du système. C'est une méthode extrêmement puissante et ce point de vue du feedback autonome, c'est une des façons d'aborder, c'est la première des trois façons d'aborder le refroidissement. Puisque j'ai pris plus longtemps que prévu, je vais sauter ce transparent. Je veux juste vous parler de ces deux autres points de vue. Donc le deuxième point de vue va être un point de vue entrée-sortie. On va pouvoir voir le système électromécanique comme finalement un diffuseur de deux types de bruit. Il y a le bruit thermique, donc le bruit dans le résonateur, le bruit dans, disons, le système B. Vous pouvez voir les phonons thermiques qui vont réchauffer le système comme des signaux se propageant le long d'une ligne de transmission. Et de l'autre côté, du côté électrique, vous pouvez voir aussi la dissipation et les fluctuations comme venant par l'intermédiaire d'une ligne de transmission. Et ici, j'ai représenté un diffuseur tout à fait anodin, donc constitué d'un circuit LC. Et nous avions vu l'année dernière qu'il était possible de régler les caractéristiques de ce diffuseur pour avoir un phénomène d'interférence parfait où finalement les faisceaux ici, venant les ondes B et les ondes A, pouvaient arriver à se croiser sans se mélanger. Dans le cas électromécanique, cela a des conséquences très importantes. Si vous arrivez à effectuer cette diffusion ici sans réflexion, et une diffusion entre les ondes, disons, du résonance, les phonons, si vous voulez, et les photons, eh bien, vous voyez que les phonons vont pouvoir en quelque sorte se transmettre dans le dispositif et ressortir sous forme de photons. Tout est conservé, donc vous avez aussi des photons qui peuvent très bien passer en sens inverse. Mais vu que les photons ici vivent dans un monde où la fréquence est beaucoup plus élevée que la température, eh bien, il y a très peu de photons de ce côté-là, alors que vous avez beaucoup de phonons de ce côté-là. Donc, ce processus, disons, de transmission parfaite des ondes va constituer le refroidissement. Donc, ça, c'est ce deuxième point de vue entrée-sortie que l'on va aborder pour comprendre le refroidissement. La grande différence, bien sûr, entre le système électromécanique et puis ce simple diffuseur ici, c'est cette particularité très extraordinaire que cette diffusion se fait avec changement de fréquence. En fait, changement de fréquence dans le cas optomécanique porte sur un très grand nombre d'ordres de grandeur puisque vous passez du gigahertz à quelques centaines de terahertz. Enfin, le troisième point de vue, et je terminerai la leçon sur ce sujet, eh bien, c'est
en fait, une façon d'aborder le refroidissement, c'est de parler de refroidissement dynamique. L'exemple le plus simple est, en fait, est donné par le refroidissement des spins nucléaires. Si vous avez un spin nucléaire que vous voulez refroidir, en général, d'ailleurs, à température ambiante ou même à la température de dilution, la faiblesse du moment magnétique du noyau fait que le noyau, le spin est toujours chaud. La fréquence de transition, c'est quelques centaines de mégahertz, donc inférieure à celle des fluctuations thermiques. Eh bien, une façon de refroidir les noyaux, c'est de les coupler à des électrons, plus exactement de profiter du couplage naturel entre le spin de l'électron et le spin du noyau. Donc voilà l'hamiltonien avec une forme de couplage ici de contact, mais la forme de couplage n'intervient pas beaucoup du moment que cet hamiltonien de couplage ne commute pas complètement avec le reste de l'hamiltonien. Donc lorsque vous avez un tel couplage, vous avez ce type de niveau. Chaque niveau est indexé par l'état du spin orienté suivant Z. Donc le niveau le plus bas, c'est le niveau dans lequel le spin est aligné avec le champ. Et vous avez les deux niveaux les plus bas sont les niveaux du spin nucléaire. Ici, ils sont surmontés des deux mêmes niveaux, mais avec une excitation du spin électronique. Alors, le refroidissement actif consiste à, en fait, appliquer une radiofréquence à une fréquence de transition bien particulière. Prenons un noyau chaud, donc on part dans cet état, ce deuxième état ici, qui correspond à une excitation dans le système nucléaire et zéro excitation dans le système électronique. En irradiant à cette fréquence de transition intermédiaire, qui est décalée de la fréquence de transition électronique par la fréquence nucléaire, eh bien, on va faire passer le système dans cet état excité. Ça peut paraître paradoxal d'exciter le système pour le refroidir, mais cet état ici se relaxe très vite vers l'état fondamental. Et donc, vous voyez, par ce système, on a transféré la population de ce niveau excité ici vers le niveau fondamental. Donc, c'est cette méthode que l'on va appliquer dans les systèmes électro- ou optomécaniques. Là, il y aura plusieurs transitions simultanées, puisque vous avez les nombres quantiques pour les deux oscillateurs peuvent varier chacun de 0 à l'infini. Vous avez un système plus complexe, mais le principe est le même. Vous irradiez le système, hein, tous les niveaux communiquent entre eux, sauf l'état fondamental. Vous êtes débrouillé pour irradier le système de telle façon que seul le niveau fondamental n'est connecté à aucun autre. Donc, tôt ou tard, le système, disons, en étant excité et en se désexcitant, finira bien tomber par l'état fondamental. Ça, c'est le point de vue complètement quantique du refroidissement. Voilà, donc j'en arrive à la fin de cet exposé. Voilà le plan de l'ensemble du cours. L'application importante que j'ai en tête dans ce cours, c'est vous expliquer comment ces oscillateurs mécaniques vont servir de traducteurs entre le monde des circuits quantiques, micro-ondes, et le monde de la photonique, qui est excellente en ce qui concerne la propagation des états quantiques. Les fibres optiques ont très peu d'amortissement. Elles permettent donc d'envoyer des états quantiques très loin, mais elles ne sont pas très bonnes pour les opérations, pour le calcul. Et donc ces oscillateurs
nanomécaniques sont une interface de choix entre le monde des circuits, dans lequel les opérations sont faciles, mais où la communication est difficile, et le monde de la photonique, où la propagation est facile, mais les opérations sont difficiles. Enfin, j'ai inclus là dans cette leçon la bibliographie des articles principaux et des livres qui vous serviront si vous vous intéressez de près à ce sujet. Et enfin, je voudrais présenter les orateurs qui donneront les derniers résultats dans ce domaine, dont je ne suis pas un spécialiste. Et aujourd'hui, nous allons avoir un exposé très intéressant de Rob Cholkov de l'Université de Yale qui va nous parler tout à l'heure des circuits quantiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai dépassé très largement le temps imparti à cette leçon, mais je voulais, disons, faire un petit peu le point sur les questions abordées dans le cours. Merci pour votre attention.